Voilà, merci de m'accueillir ce soir à Pamiers. Alors, c'est une région que je ne connais pas du tout, donc je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous remercie aussi de l'accueil chaleureux que vous venez de m'accorder. Je n'ai pas toujours l'habitude de me rentrer sous la musique avec des personnes qui applaudissent. Donc, je suis très touché. Bon, rassurez-vous, ça ne me monte pas la tête, mais néanmoins, ça fait plaisir. Bien, ce soir, je vais parler d'un sujet qui doit vous concerner, et qui nous concerne tous, qui est la France face à la guerre. Encore. Bon, alors là, ça va être mieux. Bon, merci. Continuez, il faut veiller au grain. La France est à l'heure des choix, face à la réalité géopolitique et à la guerre. Je pourrais résumer cette situation comme la fin d'une utopie ou le retour du rapport de force et de la guerre entre les États. L'invasion russe du 24 février 2022, avec le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen, est un changement de paradigme dans les rapports interétatiques de ce XXIe siècle. Le conflit russo-ukrainien a clos les périodes où les Occidentaux avaient les clés de la paix mondiale, grâce aux États-Unis, et interdisaient tout conflit les impliquant d'une manière trop importante. La guerre inachevée en Ukraine, on l'entend encore actuellement, a donc pour conséquence majeure de rétablir l'incertitude en Europe sur son avenir sécuritaire, y compris à l'échelle planétaire, de se préparer au retour potentiel des guerres de haute intensité, de se réapproprier dans les relations interétatiques le concept du rapport de force rejeté jusqu'à présent par nos différents gouvernements. Elle conduit à une nouvelle vision stratégique qui s'appuie sur la perception d'une menace existentielle pour nos États occidentaux, en particulier pour la France, État clé de la construction européenne. Les réactions violentes et passionnelles suite aux déclarations du général Mandon, chef d'état-major des armées, sur l'engagement de nos enfants en cas de guerre montrent que tant que la menace était loin de nos frontières, il était possible d'évoquer notre sécurité. L'armée professionnelle répondait à toutes les menaces, c'était son job. Mais la guerre russo-ukrainienne a rappelé que le modèle de défense nationale, tel qu'il était conçu depuis la fin de la guerre froide, était obsolète. Notre sécurité, cette fois dans une approche collective européenne, pourrait être menacée gravement à terme et contraindre nos sociétés à réagir. Il sera nécessaire de faire beaucoup de pédagogie dans la durée pour faire comprendre à notre société que la paix éternelle est une période révolue et que la nation est désormais concernée dans sa totalité. La guerre est potentiellement revenue à nos portes et il faudra faire face. Cependant, dès lors que le mot « guerre » est exprimé, la réflexion s'oriente naturellement en France vers un certain nombre de questions que je résumerai ainsi. Sommes-nous prêts à faire la guerre? Sommes-nous prêts à faire face à la guerre? En sommes-nous capables seuls? Dans quel délai? À court, moyen terme? Jamais. Pourquoi évoquer aussi la possibilité d'une guerre qui pourrait tous nous concerner, alors que la dissuasion nucléaire, le soldat professionnel, nous protège jusqu'à présent? Ainsi, nous devons assurer désormais notre protection et notre sécurité collective. La guerre, dans son acception militaire, est redevenue une possibilité concrète pour tenter de résoudre un différend à son avantage pour un État, malgré son coût humain, économique, sinon même écologique. On n'a pas encore fait le bilan carbone de la guerre en Ukraine. Elle conduit à une question majeure. Comment concevoir notre sécurité extérieure future, sinon à terme, qui conditionne notre survie? En premier lieu, on ne peut concevoir la France et sa défense sans les replacer au sein de l'Europe. L'Europe est représentée par plusieurs entités géopolitiques, dont les principales sont l'Union européenne, à 27,
dont 23 sont membres de l'OTAN, et l'OTAN, qui comprend 29 États européens, dont le Royaume-Uni. Cet ensemble d'États ou d'organisations s'appuie sur une réalité géographique. La zone couverte s'étend du Royaume-Uni aux frontières ukrainiennes et russes, de l'Arctique à l'Atlantique, de la Méditerranée à la mer Noire. La Finlande et la Suède font de la Baltique désormais aussi bien une mer otanienne qu'une mer européenne. Aujourd'hui, des accords bilatéraux de défense ont été signés pour 10 ans entre l'Ukraine et le Royaume-Uni, avec la France, les Pays-Bas, l'Allemagne. Ils ont complété ces alliances jugées insuffisantes en raison notamment du processus décisionnel et du besoin de détenir la liberté d'agir rapidement pour répondre à une agression militaire. La guerre en Ukraine a donc donné la cohérence géographique pour une défense commune de ces territoires et de leur population. Un bloc européen par les valeurs et les systèmes politiques que je qualifierais de civilisationnel a été créé. Juridiquement, notre défense s'insère aussi dans les traités. Article 5 de la Charte atlantique, dont on parle presque toutes les semaines, et article 42.7 du traité de Lisbonne. Ces dispositions sanctuarisent théoriquement le territoire des États membres face à une agression militaire contre l'un d'entre eux, hormis les États qui ne sont pas intégrés dans l'une des deux alliances. Cependant, protéger son étranger proche, c'est-à-dire les territoires qui ne sont pas englobés dans l'Europe otanienne et l'Union européenne, peut se révéler tout aussi important pour notre défense collective. L'Ukraine, qui n'est ni membre de l'OTAN ni de l'Union européenne, en est l'exemple le plus frappant. Le défi désormais est de faire comprendre à nos concitoyens qu'il faudrait combattre militairement un ennemi éloigné de nos frontières physiques, peu perceptible, comme hier l'était l'anglais puis l'allemand. Il s'agit aussi de faire comprendre à nos concitoyens que la dissuasion nucléaire n'empêche pas toutes les agressions militaires et qu'elle peut être contournée. En résumé, notre défense ne se conçoit qu'au sein de l'Europe, sachant que les forces armées françaises n'agiront pas seules, mais en coalition dans le cadre de l'OTAN, de l'Union européenne ou bien d'une coalition construite pour cela. Cependant, cette défense au sein de l'Europe et à ses portes ne doit pas nous empêcher d'agir en toute souveraineté, en temps et en heure. Notre propre résilience, c'est-à-dire notre capacité à faire face, devient un enjeu majeur de crédibilité. Donc, dans cette première partie, je vous ai présenté globalement la situation géopolitique. Maintenant, cette deuxième partie va aborder la préparation à la guerre pour ne pas avoir à la faire. La menace militaire est devenue réelle. La stratégie de nos adversaires, il n'y a pas que des Russes, agit dans de multiples domaines interconnectés. Diplomatie, économie, information, comprenant cyberespace et propagande, forces armées. Je pourrais ajouter la culture, car l'histoire des peuples, leur religion, leurs traditions, leur origine, contribuent à la définition d'une stratégie générale et à la compréhension de la stratégie de l'adversaire. L'une se conçoit par rapport à celle de l'autre. Surtout, la culture de la défense molle, en vigueur depuis la chute du mur de Berlin et du pacte de Varsovie, estimait que le droit international développé à l'extrême, le dialogue et les dépendances économiques empêcheraient les conflits, au moins entre les États les plus puissants du monde. Vous voyez aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Aussi, les armées professionnelles ont été limitées à leur portion congrue. Sans faire de l'armée de terre la principale concernée par la guerre de haute intensité, il n'en reste pas moins que l'armée de l'air et de l'espace, ou la marine, ne suscite apparemment pas les mêmes problématiques. Les batailles peuvent se gagner dans l'espace aérien ou sur la mer, mais les guerres se gagnent à terre. L'Ukraine nous a rappelé que des forces terrestres professionnelles seraient épuisées au bout de quelques mois, mais dans un conflit de haute intensité, nécessitant l'appel aux réservistes, éventuellement la mobilisation, qui dépend alors d'une forme de conscription. La masse devient un impératif, alors que les décès au combat se chiffrent au quotidien par centaines. 10 ans de guerre en Afghanistan ont coûté la vie à 89 soldats français. C'est beaucoup, et moins de 10 par an. Les armées leur ont témoigné leur respect en s'alignant sur le pont Alexandre III à Paris lorsque les cercueils passaient. Mais combien de personnes étaient réellement présentes? Quelques centaines, avec les drapeaux des associations.
Aujourd'hui, les États européens reconstituent leurs effectifs, multiplient les mises en garde pour une guerre future possible. Ainsi, le service militaire est partiellement ou totalement rétabli en Suède, dans les États baltes. L'Allemagne évoque son rétablissement au minimum pour les volontaires. Aux Pays-Bas, les forces passeront de 76 000 hommes à 200 000 hommes en 2035. Cependant, les uns et les autres se trouvent confrontés à la crise des vocations, à la question démographique, à l'inquiétude légitime des citoyens. Dans plusieurs conférences que j'ai données depuis un an sur la guerre en Ukraine, une des premières questions provient de jeunes parents qui me demandent « Que dois-je dire à mon fils, à ma fille d'une douzaine d'années, face à ce monde où la guerre revient ?» La réponse n'est pas facile. Le rejet du recours à la force militaire est aussi un facteur contribuant à notre faiblesse. Cette possibilité d'utiliser la force militaire a d'ailleurs été rendue presque inopérante, notamment par le développement d'un droit international qui a visé au cours des années à entraver toute action militaire et donc à la rendre peu crédible, peu dissuasive, ce que nos ennemis ont bien compris. Alors il y a quelques faiblesses françaises, je ne vais pas les énumérer, je vais parler de celles qui me semblent les plus importantes. Ce sont ces faiblesses exploitables par un adversaire, bien entendu, et inhérentes à notre société, plus portées naturellement vers la préservation d'un quotidien amélioré, la retraite au plus tôt, un avenir présenté bien souvent comme radieux, une violence éradiquée, le dialogue permanent, aboutissant à un compromis parfois à n'importe quel prix. Bref, quand je dis tout ça, est-ce que la société française est prête à faire la guerre dans ses structures et les textes en vigueur? Je ne crois pas. Je citerai un exemple très concret, celui de la mobilisation, qui pour beaucoup d'entre nous signifie la nation en armes face à une menace existentielle. Si vous consultez le Code de la Défense, c'est en ligne sur Internet, vous vous apercevrez que la mobilisation militaire ne concerne que l'armée active et les réservistes, soit moins de 300 000 hommes et femmes. La responsabilité de la sécurité des entreprises est d'importance vitale et confiée à ces entreprises à leurs frais. La défense aérienne, et si on pense aux drones, est confiée aux préfets et aux communes au titre de la défense civile. La mobilisation est limitée à la réquisition de certains fonctionnaires, pas tous, pour faire fonctionner les administrations, et j'en passe. J'ajouterai un dernier point. Sommes-nous prêts à risquer nos vies sur le champ de bataille? Sujet bien éloigné des engagements d'une partie de nos concitoyens et sujet désormais dans l'actualité et la polémique. Comme d'autres camarades, j'ai évoqué pour ma part ce sujet à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision. Car en démocratie, on doit accepter le débat sur une question aussi importante. Je n'évoquais pas uniquement l'armée professionnelle, j'ai bien évoqué une armée non professionnelle qui pourrait être concernée. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais je n'étais pas le Sénat, donc c'est normal. Une fois que j'ai fait un peu le point de ces vulnérabilités rapidement, nous allons aborder peut-être le réarmement qui est en cours. Ce réarmement, c'est celui de l'Europe et de la France. Cela prendra un certain temps. Aujourd'hui, il s'agit clairement de dissuader toute agression militaire d'ici 2030. Reportez-vous au discours du général Mandon, mais pas uniquement lui. C'est la perspective que tous les États européens ont. Nous avons jusqu'en 2030 pour éviter toute tentative, toute incitation, enfin pour dissuader toute agression militaire sur le front est de l'Europe. Et pourquoi on veut dissuader cette agression militaire? C'était pas se préparer à faire la guerre, c'est être suffisamment fort pour que l'autre n'ait pas envie de venir nous trouver. Car on sait bien que ça serait une guerre totale avec l'ennemi russe aujourd'hui, qui sera dans 5 ans parfaitement équipé, parfaitement entraîné, parfaitement aguerri. Cette agression pourrait prendre la forme d'un test sur l'un des États européens frontaliers de la Russie, les États baltes en particulier, peut-être la Pologne. La protection du continent européen s'appuie naturellement sur l'OTAN, qui reste l'organisation la plus appropriée pour notre sécurité, car elle nous contraint à travailler ensemble et selon des procédures communes. Il s'agit donc de se préparer à faire face à une guerre pour ne pas avoir à la faire. Or, nous ne sommes pas en mesure d'y faire face à court terme de manière autonome. Ces réarmements militaires, industriels, juridiques, comme en témoigne la mise en place d'un Schengen de la mobilité militaire, vous savez qu'on ne peut pas déplacer nos unités blindées en Europe comme on l'entend.
il faut de nombreuses autorisations, il y a de nombreuses interdictions. Donc on parle de la mise en place d'un document Schengen pour la mobilité militaire. Ça ne sera réalisé qu'à moyen terme, c'est-à-dire de 3 à 5 ans. Nous sommes bien dans les années 2030 et avant. Alors les budgets ont suivi. Reconnaissons que dans la grande majorité des États européens, depuis 2022, les budgets ont augmenté de la défense. En 2024, les pays de l'Union européenne ont augmenté leurs dépenses de défense de 19% pour atteindre 343 milliards d'euros et atteindront en 2025, fin de cette année, 381 milliards d'euros, selon l'Agence européenne de défense. En 2024, la quasi-totalité d'entre eux consacrent désormais plus de 20% de leur budget à leurs dépenses d'équipement. Jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment la priorité, c'était plutôt les masses salariales. La France, si le budget est voté, autre sujet, disposera d'un budget de 57 milliards d'euros en 2026 au lieu de 53 milliards en 2027 tel que c'était prévu. La loi de programmation militaire évoluera en fait de 413 milliards à 430 milliards, donc modification profonde en termes budgétaires. Cependant, je citerai les États-Unis. Les États-Unis auront un budget militaire en 2026 qui avoisinera 950 milliards d'euros, 3 fois plus que l'Europe. L'Union européenne, en revanche, s'est bien investie, y compris financièrement. Sur le plan collectif, la présidente de la Commission européenne a lancé le plan REARM Europe, destiné à aider les États membres à augmenter leurs dépenses de défense. Il se structure autour de 5 mesures phares, dont j'en retiendrai 2 qui me semblent importantes. La première, l'activation de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance, qui permet de sortir les dépenses de défense du calcul du déficit public. Ça va bien nous aider. Cela a été un combat de la France depuis de nombreuses années, mais les autres Européens n'en voulaient pas. La guerre en Ukraine a changé les choses. Deuxième mesure, l'introduction, nous avons entendu parler, un nouvel instrument sous la forme de prêt destiné aux États membres d'un montant de 150 milliards d'euros pour s'équiper. Néanmoins, je ferai la remarque que la règle de la taxonomie en plan vert ou plan vert, mise en place en 2020, défavorisant l'investissement dans l'industrie de défense au nom de la décarbonation, n'est pas abrogée. On peut aussi ressentir la volonté de la présidente de la Commission européenne de vouloir élargir son champ de compétences à celui de la défense, ce qui impose quand même une grande vigilance de notre part. Et enfin, il reste à préciser notre capacité nationale à nous mobiliser face à une menace militaire existentielle. La première mission d'un État, c'est de protéger sa population et son territoire contre toute agression. Il doit être en mesure de mobiliser les ressources nécessaires. Nos forces s'entraînent, s'équipent. L'armée de terre est capable de projeter une brigade blindée de 8000 hommes à partir de cette année, 2025, et une division à 2 brigades avec sa logistique en 2027, pour contribuer à cette défense aux côtés de nos alliés. Cependant, une armée entraînée, équipée, motivée, a besoin du soutien de la nation. C'est ce qu'a voulu exprimer le général Mondot devant les maires de France. La société française doit être la base arrière qui permet à nos combattants de combattre sans se préoccuper de l'arrière. Nos opinions publiques devront s'être réappropriées la possibilité d'être contraintes à participer physiquement à des conflits sous une forme indéterminée. La réserve opérationnelle apportera déjà les compléments nécessaires au fonctionnement des armées sur le territoire national, alors que l'armée d'active sera en opération. C'est pourquoi la loi de programmation militaire prévoit un réservisme pour 2 soldats d'active en 2030. Actuellement, nous en sommes à 47 000, il y en aura 5 000 de plus en 2026. C'est aussi cette possibilité de faire un service militaire volontaire proposé à 10 000 jeunes. Cela sera annoncé par le président de la République ce jeudi. Je me doute bien qu'il y aura quelques réactions. Mais 10 000 jeunes, d'aucuns diront que ça ne sert pas à grand-chose. Le fait est, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, il faut préparer la relève des troupes si jamais elles étaient engagées quelque part. Et donc, il faut rééduquer d'une certaine manière, dans le domaine militaire, la jeunesse qui serait volontaire. Car vous savez comme moi qu'en France, quand on n'est pas volontaire, on ne fait pas grand-chose. Cependant, cela n'exclut pas une nécessaire détermination collective qui sera sans doute essentielle pour dissuader une agression militaire. La résilience de la population devra être améliorée par la sensibilisation aux menaces militaires et non militaires,
mais aussi par une adhésion aux décisions gouvernementales visant à la survie de la nation. Il ne peut pas y avoir de défense crédible sans adhésion de la majorité de nos concitoyens. J'ai bien dit la majorité. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde d'accord. Ne nous faisons pas d'illusions. Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais à un moment donné, il faut imposer sa volonté pour le besoin du pays. On peut d'ailleurs s'étonner de la relative désinvolture à la française apparue lorsque le kit de survie a été diffusé pour chaque citoyen. De fait, il semblerait bien que de nombreux citoyens se le soient procurés. Donc, méfions-nous des commentaires. Resterait pour moi une question à débattre, la question de la défense opérationnelle du territoire par la présence d'unités de réservistes dans chaque département, alors qu'un quart des départements ne disposent plus de forces militaires aujourd'hui. Pour conclure, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a remis en cause tout le bel édifice d'un monde pensé et construit à l'occidental dans le cadre d'une paix éternelle. Cette parenthèse me semble close. La première conséquence est que l'Union européenne est contrainte à terme d'assurer seule sa sécurité extérieure et de défendre ses intérêts, éventuellement par la projection de la puissance. Deuxième conséquence, le rapport de force a repris sa place dans les relations internationales. Il implique un changement de vision stratégique, sinon idéologique, dans l'approche des conflits militaires. Accepter la possibilité d'un conflit militaire, l'assumer est une forme de dissuasion contre tout agresseur. Quand on est déterminé, on ne se fait pas attaquer, parce que l'autre sait que l'enjeu sera trop cher pour lui. Ainsi, la troisième conséquence, la guerre par des moyens militaires doit être intégrée comme une possibilité qui ne peut pas être écartée dans le futur. Pour qu'elle ne se produise pas, il faut être dissuasif et donc crédible. L'arme nucléaire, si elle sanctuarise, ne pourra pas répondre à toutes les agressions. Le renforcement de l'ensemble de nos capacités militaires est une nécessité, mais il ne pourra s'affranchir d'une forte mais raisonnable sensibilisation de nos populations à cette éventualité. Un citoyen est aussi quelqu'un qui est capable de prendre une arme et de risquer sa vie par devoir pour défendre son pays. La risquer ne signifie pas la perdre, simplement accepter ce risque. On ne fait pas la guerre pour mourir, on fait la guerre pour la gagner. Et ça, peut-être se le rappeler. Bref, comme le rappelle ce vieil adage romain, si tu veux la paix, prépare la guerre. J'ajouterai, pour ne pas avoir à la faire. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Bon, eh bien, mesdames, messieurs, y a-t-il des demandes de prise de parole après cette intervention? Monsieur Astier. Mon général, merci pour cet exposé brillantissime. Je vais vous poser une question toutefois qui concerne effectivement l'aventure Scorpion. Vous êtes au courant que Scorpion nous a fourni le Serval, le Griffon, le Guépard, et que effectivement le combat l'infovalorisation va donner aux petits échelons tous les moyens de se renseigner. Nous avons 5 armées, la terre, la guerre, la mer, l'aviation, le cyber et l'espace. Dans le cadre de ce combat collaboratif et en coalition, mon général, la question est la suivante. Avons-nous une doctrine d'engagement de l'armée? Mon général, je ne sais pas par quel bout prendre la question. J'ai 70 ans, j'ai fait mon armée, j'ai un très mauvais souvenir. Et pourtant, j'ai fait partie pas de l'élite, mais bon. Ça, c'est pas bon du tout. On est en train de payer de très grosses erreurs. La première erreur, dans les années 70, c'est que l'armée n'avait pas bonne presse. Et on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas été très sympa avec les appelés. Donc, les pères que je suis maintenant, même si je suis convaincu de ce que vous avez dit, mon général, j'ai quand même dans mon inconscient de très mauvais souvenirs de l'armée. Autre chose. Depuis des décennies, des petits groupes dont je fais partie, je suis profondément convaincu que la défense de notre pays passe aussi par une défense civile. J'ai le regret de vous dire que s'il y avait un conflit, ou s'il y avait une catastrophe, par exemple la centrale de Golfech, je ne sais pas où me protéger. On n'a jamais pratiquement fait l'effort de protéger la population. Et maintenant, on nous demande
à la population de venir avec l'armée. Voilà. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu d'effort sur ce plan. Donc, la défense avec l'armée, j'y crois, je pense, j'espère que vous avez les moyens. En revanche, je suis désolé, mais le citoyen lambda que je suis, je ne sais pas comment défendre, hormis me remettre dans vos mains. Voilà, c'est-à-dire réserviste, tout ça. Hein, bon, voilà. Donc ma question, elle est simple. Est-ce qu'en haut lieu, on commence à réfléchir à ce problème et à accepter les grosses erreurs que nos politiques, depuis des décennies, ont fait? Par exemple, les Suisses, eux, ont vu clair par rapport à ceci. Y a-t-il une troisième demande de prise de parole? J'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient tout à l'heure. Monsieur au fond. Mon général, ex-adjudant-chef Gary du 1er RCP, donc voilà. Les présentations sont faites. Donc j'avais une question à vous poser. Quand est-ce que les réservistes, en fait, que font partie mon fils, vont être dotés d'armes et de munitions pour s'entraîner? Parce qu'en fait, ils n'en ont pas actuellement. Merci. Bon, merci de ces questions. Je partage tout à fait toutes les interrogations. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas non plus dans le service actif depuis une quinzaine d'années. Je suis au contact de mes jeunes camarades. J'ai vu aussi, comment dire, ce que je dis souvent sur les plateaux, la déstructuration de nos armées depuis des années. Et il n'y a qu'en fait que depuis d'une part 2015 avec le terrorisme, puis 2017 la venue du président Macron, que les choses ont commencé à évoluer pour les armées et qu'on a commencé à leur donner un peu plus de moyens qu'il y en avait avant. Quand Macron est arrivé aux affaires, le budget de la défense était à 37 milliards, on vous en annonce 57 pour 2026. Il y a un pas énorme qui a été fait. Ça ne va pas répondre à tout. Alors, pour revenir aux trois questions qui ont été posées, sur le Scorpion, on s'entraîne, on a des doctrines d'engagement. Moi, j'étais en centre de doctrine pendant plus d'une dizaine d'années. Ça se fait avec les Belges, puisqu'on fait des unités communes. Et tous les exercices dont vous entendez parler aujourd'hui dans l'OTAN ou ailleurs, c'est là qu'on expérimente la doctrine. Mais il est vrai que la multiplicité des matériels peut poser problème dans leur emploi. Maintenant, on utilise des unités en coup complet et pas dispatchées en agglomérat, oserais-je dire. Donc il faut bien prendre conscience que, moi, s'il y a une remarque à faire sur les matériels hyper performants qu'on a mis en place, on a plus de, combien, je ne me trompe pas, 5 à 6 000 engins blindés sans les chars. Hein, on a de la masse de ce côté-là. La seule remarque que je ferais, c'était d'une masse qui était prévue pour intervenir plutôt en contre-insurrection, qui protégeait largement les personnels. Et quand vous voyez comment se fait la guerre en Ukraine, à la vitesse où les blindés se font détruire, des blindés qui font 2,20 m de haut, chez nous, ne vont peut-être pas durer longtemps. Et ça, c'est l'inconvénient d'une industrie d'armement qui a été réduite dans son fonctionnement, à prévoir du matériel pour les 10 ans à venir, c'est-à-dire dans 10 ans on sort un nouveau matériel, alors que ce que nous apprend l'Ukraine, il faut être capable de sortir très rapidement le matériel adéquat. La preuve en est, c'est que depuis un an ou deux, peut-être un peu plus, dans chaque régiment de l'armée de terre, par exemple, est attribué 150 000 € pour des projets d'innovation de nouveaux équipements. C'est quand même novateur, c'est plus la voie hiérarchique. Donc effectivement, on prend conscience de cela. Il est certain que tous les matériels qu'on a été performants ne répondront pas forcément aux missions. En revanche, l'interopérabilité, le fonctionnement avec les autres nations, avec leurs équipements, ça se fait, mais comme ça c'est toujours fait. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Question des appelés. Bon, moi, j'ai eu la chance de commander des appelés et des engagés à partir des années 80-85. J'ai fait les deux. Je n'ai pas eu le sentiment que mes appelés avaient regretté les 120 jours de terrain qu'ils avaient fait dans l'année et ce qu'ils avaient appris en unité mécanisée. Au contraire, ils ont même dit au général qu'il venait nous inspecter. Donc je pense surtout qu'il y a eu des unités qui
qui n'ont pas fait leur travail, des cadres qui n'ont pas été à la hauteur, et que ça a été au détriment de l'esprit du service militaire et des appelés. Et que dès lors qu'on donne des responsabilités aux appelés, qu'on leur trouve les moyens pour s'entraîner et apprendre à défendre leur pays, et non pas simplement à balayer le cours de la caserne et autres endroits, le service militaire peut passer. Maintenant, il va falloir effectivement, mais on parle que de 10 000 personnes, avec 50 000 pour 2030 ou 2035, ça va être des volontaires. Ils vont déjà mieux payer que leurs anciens l'ont été. Rappelez-vous, c'était 100 € par mois. Là, on va passer entre 800 et 1000, ce qui n'est peut-être pas non plus la loi du marché, mais peu importe. Donc, il va falloir réapprendre ce que c'est qu'un appelé, et c'est pas un appelé qu'on va avoir, c'est un volontaire pour le service militaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y aura pas d'appelé. Celui qui croit qu'il va y avoir une conscription généralisée, ce n'est pas possible. La société civile n'y est pas prête. Nous n'avons pas les moyens, et on revient à une autre question qui a été posée. Effectivement, nous manquons de moyens. Rappelez-vous quand même qu'avec la professionnalisation de l'armée, un certain nombre de communes ont profité de l'opportunité pour acquérir du foncier qui était dans le domaine militaire, parfois pour 1 € symbolique. Moi, j'ai une base aérienne qui était à côté de chez moi de 700 hectares pour 1 € symbolique qui était accordé aux communes. C'est là où il y a la fête de l'humanité. N'oublions pas quand même qu'il y a eu une volonté politique de sauter sur l'armée pour récupérer ce qui semblait inutile. Donc il va bien falloir penser caserne, il va falloir penser armement, effectivement munitions. Alors ça commence, rappelez-vous quand même que les munitions, on ne les fabriquait plus en France, pour des choix économiques. Je pense qu'il est temps de se réapproprier la notion de souveraineté. Nous devons être capables d'avoir nos propres moyens pour se battre, autant que possible, avoir l'industrie nécessaire pour que nous soyons bien équipés, quel que soit le nombre de combattants. Ça veut dire aussi investir dans ces équipements pour ceux qui sont les plus anciens. Rappelez-vous, ces dépôts de mobilisation que nous avions ont été capables d'équiper des dizaines de milliers d'hommes. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Il va falloir trouver les treillis, les rangers, les gilets pare-balles, parce que pourtant on a des gilets pare-balles, les casques lourds, les fusils. Tout ceci implique un grand travail. Et c'est vrai, je reconnais que je vois mal aujourd'hui comment il va se faire. Et peut-être que le fait d'annoncer que 10 000 combattants éventuels volontaires supplémentaires pour défendre le territoire, ce n'est qu'une première marche, mais je pense qu'on aura du mal à aller plus loin aujourd'hui. Et puis, est-ce que j'ai répondu à tout directement? Si, défense civile. Ce n'est pas pour rien que j'ai cité le Code de la défense. J'étais avec des questions sur un plateau, et je me suis dit, mais il y a un truc qui me travaille, et je suis allé dans le Code de la défense. Vous avez comme une vingtaine de pages qui concernent la défense civile. Vous apercevez que la défense civile, c'est laissé au bon vouloir. Il y a des textes, mais il n'y a rien derrière. Moi, j'ai été président d'association de sécurité civile auprès du préfet pendant quelques années. On parlait de la centrale nucléaire. Nous, on s'occupait de prendre de contact avec les habitants autour de la centrale nucléaire, de prendre des précautions qu'elle est bien, distribuer des pastilles d'iode, parce que l'État ne pouvait pas le faire. La préfecture n'était pas en mesure de le faire. Là, il y a un vrai problème. On peut se demander ce que fait l'État. Moi, c'est la question que je pose. Le rôle de l'État, comme je l'ai dit, je pense à 2 reprises, c'est de protéger les citoyens et de protéger le territoire. Et je me suis rendu compte, depuis des années, que cette mission n'était pas remplie. Vous avez des textes, mais il n'y a personne derrière. Et quand on veut que ça fonctionne, on fait appel à qui? À des volontaires. Qui, s'ils sont volontaires, ça marche. Mais là, il y a comme un problème. Donc, nous ne sommes pas en état de guerre, nous ne sommes pas en état de préparation à la guerre, nous sommes encore sur les errements antérieurs de la paix heureuse, en croyant que la paix durerait toujours. Et il va falloir tout reconstruire pour effectivement assurer cette sécurité collective qui devient une nécessité et non pas simplement quelque chose d'illusoire en disant la guerre n'arrivera jamais. La guerre arrive. Prenez-en bien conscience, elle arrive. Alors peut-être qu'on la dissuadera par notre état de préparation, ce serait une très bonne chose, il faut se dépêcher, mais quand je parle de la Russie, je ne parle pas que de la Russie. Pensez que Taïwan, dont on a longuement parlé, est un sujet. Que ce qui se passe au Sahel aujourd'hui est un sujet. Nous serons obligés, à un moment ou à un autre, de ne pas faire ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années, finalement être des gentils garçons. Oui, on va bien faire les choses comme il faut, on va faire de l'aide au développement, on va sortir quelques soldats, on ne va pas se battre trop fort, on ne va pas heurter les populations. Nous allons vers la guerre, la vraie.
celle où effectivement il faudra que la nation soit unie d'abord sur ses principes et sur ce qu'elle veut obtenir, et bien sûr unie derrière son armée. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole au fond devant? Excusez-moi, bonjour monsieur le général. Je respecte tout le monde, les êtres humains en général, mais ça me rend malade votre discours depuis tout à l'heure. C'est vrai que je comprends tout à fait votre position en tant que général, et vous suivez la lignée de général qui a parlé avec Macron. Vous dites que le rôle de l'État, c'est de protéger le pays. Moi, je pense que ce n'est pas non plus de piller l'économie d'un pays, avec tous les acquis qu'on a eus depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a obtenu des tas d'avantages, la sécurité sociale, les écoles qui vont mieux, et là on est en train de tout piller au profit du militaire. Et je suis désolée, moi j'aimerais bien savoir une guerre pourquoi, une guerre pour qui servira à qui, quels avantages en tireront, qui est-ce qui paiera les morts. Ça sera toujours les mêmes, toujours les plus petits, les plus faibles. Et ceux qui se sont enrichis depuis 2017, après l'arrivée de Macron, en pillant les richesses du pays, je suis un peu inquiète en me disant que la guerre, c'est un bon prétexte pour que Macron continue à être au pouvoir et qu'il continue à piller tous les acquis, tous les conquis sociaux qu'on a eus. Voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas entendre votre discours. Je pense que les générations qui sont ici sont des générations qui ont eu des parents qui ont connu la guerre, qui ont souffert sûrement de ça. Enfin, pour ma part, c'était ça. J'ai pas envie de raconter ma vie, et je supporte pas les guerres parce que je pense pas que la guerre ce soit quelque chose pour l'avenir de l'humain. On est en train de rentrer dans un monde barbare, et moi, je peux pas l'entendre. Voilà. Y a-t-il une deuxième demande de prise de parole? Patrick, au fond, monsieur. La Russie a un PIB tout au moins officiel nettement inférieur à celui de la France, donc incomparablement inférieur à celui d'une possible coalition européenne. Par ailleurs, on constate que depuis 2-3 ans, la Russie est en difficulté dans sa guerre contre l'Ukraine. Alors, dans ces conditions-là, peut-on réellement penser que la Russie serait susceptible de déclencher une guerre conventionnelle contre l'Europe? Et je prolonge ma question. Il y a d'autres façons de faire la guerre. Quelle serait la réaction des pays européens si, par exemple, la Russie lançait 1 ou 2 bombes atomiques tactiques sur l'Ukraine? Y a-t-il une troisième demande de prise de parole? Il y avait Patrick, il y avait quelqu'un derrière aussi, mais allez-y, monsieur. En général, donc, notre défense repose en grande partie sur l'OTAN. Et ma question sera très courte. Quel est le degré de fiabilité de l'OTAN aujourd'hui, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump? Merci. Enfin, une question simple. Merci de l'avoir posée. Bon, je vais commencer par répondre à madame. C'est le discours que j'entends d'une certaine partie de la population. Je ne suis pas surpris. En revanche, je ne suis pas certain que ce soit Macron qui pille la France. Je ne crois pas. C'est pas nous qui voulons faire la guerre. La guerre nous est imposée si elle arrive. C'est pas nous qui allons la déclarer. On veut simplement éviter qu'elle arrive. Donc on n'est pas vraiment écouté tout ce que j'ai dit. J'ai bien dit qu'on se préparait pour ne pas avoir l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'on va aller faire la guerre. Nous n'avons pas de volonté belliciste. Donc le discours que j'entends est certes très politisé, si vous me permettez l'expression, que je vois dans un certain nombre de tribunes, mais elle n'est pas exacte. C'est pas la vérité. Donc il faut revenir sur terre, si je peux me permettre. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, nous ne sommes pas des bellicistes, c'est pas nous qui faisons la guerre. En revanche, on ne veut pas qu'elle arrive. Et pour pas qu'elle arrive, il faut qu'on s'y prépare, simplement pour être dissuasif. C'est-à-dire, aurait été mon discours pendant quelques instants. Et un petit point, je ne suis pas là pour répercuter ce qu'a dit le Gérald Mandon. Je ne suis pas payé pour. C'est pas mon job. D'abord, il faudrait écouter tout son discours, les 30 minutes, et non pas les 8 mots qui ont été interprétés dans la presse pour faire polémique. Je vous invite à écouter et vous verrez ce qu'il dit, et qui est tout à fait posé, raisonnable, sans paroles bellicistes. En revanche, il a fait une erreur, et je pense que celui qui a rédigé son discours devrait se prendre lui perle. Il aurait dû dire avant que, quand on parlait de nos soldats, de nos enfants pouvant mourir pour la France,
on parlait bien de nos soldats professionnels. Tous les militaires, effectivement, ont compris ça tout de suite. Et je comprends tout à fait que la société civile ne l'ait pas comprise. Et ça, il y a une erreur de communication qui me semble un petit peu grave. Bon, ceci étant dit, il fallait le dire. Ensuite, sur la Russie. Je ne crois pas non plus, et ça revient à ce que je viens de dire à l'instant, que la Russie soit vraiment en mesure d'agresser un pays de l'OTAN ou dans l'Europe d'ici 5 ans. Je le dis tous les jours sur les plateaux, et je suis le seul à le dire, justement contre tous ceux qui font de la propagande pro-ukrainienne pour dire oui, il faut se préparer à faire la guerre, ils vont nous agresser. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, je dis simplement qu'il y a une possibilité pour les Russes de tenter leur chance pour voir si on est crédible ou pas. Et un État balte, aujourd'hui, un ou plusieurs États baltes, représente une cible, simplement pour voir si nous sommes déterminés à réagir face à une tentative qui ne sera peut-être pas énorme, mais suffisante pour nous tester. Et c'est vers cela que nous nous préparons. Nous pensons à un test à venir des Russes. Si nous ne disons rien, ils continuent. Ils font ça sur un petit endroit, un petit pays. Et par contre, si on dit quelque chose tout de suite, ils n'iront pas plus loin. Ils testeront. Et il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, si on a des soldats dans les États baltes, c'est pas pour rien. On a des centaines de soldats français qui y sont. On a aussi 4000 soldats allemands qui sont en Lituanie. Nous assurons la surveillance et la protection aérienne à tour de rôle, au nom de l'OTAN, ça permettra de répondre à la question après, au-dessus des États baltes. Donc on est bien là dans une position de dissuasion de l'agression, en y mettant les moyens, les soldats qui vont bien, et en étant très clair. Donc je ne crois pas à une agression dans l'état des forces russes aujourd'hui, sauf que c'est une armée qui sera aguerrie, avec un usage, aujourd'hui, c'est prévu, c'est 2030. 2030, l'armée russe devra comporter 2 millions d'hommes. Elle n'en avait que 850 000 en 2022. On ne met pas 1,5 million d'hommes par hasard. On ne fait pas 700 chars par an par hasard. Donc, il y a un risque, et ce risque, il faut empêcher qu'il se réalise en termes d'agression. Voilà ce que nous faisons. Dernier point sur l'OTAN. Alors, l'OTAN est fiable. D'abord parce qu'on met beaucoup en avant le général américain qui commande les opérations. Je vous rappelle qu'il y a un général français, lui, qui commande tout ce qui est doctrine. Il y a 2 chefs militaires, un français et un américain. Les Américains pourraient être effectivement une entrave, simplement parce qu'ils donnent des moyens que nous n'avons pas. Donc effectivement, ils peuvent empêcher finalement une action qu'on pourrait mener. Mais pour l'instant, je travaille un peu avec l'OTAN, maintenant c'est Trump, je suis d'accord, je n'ai jamais senti qu'au sein de l'OTAN, il y aurait une volonté de ne rien faire. D'ailleurs, les généraux en activité qui fréquentent l'OTAN nous l'ont dit encore il n'y a pas longtemps, il y a d'excellents rapports avec tous les militaires américains, et que ça n'a rien à voir avec Trump. Donc je pense qu'on peut être relativement rassuré sur le fonctionnement de l'OTAN, qui est là, comme je l'ai dit, pour nous obliger à travailler ensemble, sous un seul commandement. D'abord, les bataillons qu'on a déployés sont des bataillons sous autorité OTAN. Nous participons à la force de réaction rapide de l'OTAN, donc je pense que si on avait un doute, on ne le ferait pas. Nous sommes bien dans une action collective, tous les États européens, américains et canadiens compris. Du point de vue militaire, cela ne pose aucun problème. La question se pose sur le politique. Mais bon, Donald Trump, il ne restera pas toujours. Donc il suffit de tenir encore 3 ans. Monsieur. Mon général, Envel Bougrier, je suis aussi engagé au 1er RCP. Tout d'abord, merci pour votre propos. Je le trouve actuel et très intéressant. J'ai essayé de faire une seule question, sauf que du coup j'en ai 3 petites. Vous avez dit que la guerre se gagnait sur Terre. Simplement, est-ce que les guerres modernes, maintenant, se gagnent-elles, selon vous, sur Terre? Je voulais dire aussi que, est-ce que la guerre se gagne par la guerre hybride? Vous avez parlé d'économie, vous avez insinué une guerre indirecte aussi. Donc est-ce que maintenant la guerre hybride fait partie des combats à mener, et en priorité, et pourquoi? Et du coup, pour revenir sur le fait qu'une guerre se gagne sur la Terre, est-ce que du coup l'armée et la nation doivent concentrer ses efforts sur un effort de guerre terrestre encore actuellement, de nos jours, et avec des nouvelles technologies telles que les drones, etc.
Y a-t-il une deuxième demande de prise de parole? Moi, Général, pouvez-vous nous parler de ce qu'est une IME? Une impulsion électromagnétique. Si c'est pas trop stratégique, si vous pouvez nous en dire deux mots. Une troisième demande de prise de parole? Dans une société aujourd'hui qui est quand même assez individualiste, globalement on le voit bien, hein, quand on travaille en entreprise ou autre, c'est quand même assez difficile d'engager les gens dans une équipe, dans un travail commun. En ayant supprimé le service militaire il y a maintenant pas mal d'années, pour ma part je l'ai fait en 96 et je pense que Jacques Chirac, c'est en juillet 96 qu'il avait annoncé la fin du service militaire. Vous en avez parlé, mais quelque part, quelle peut être la méthode ou quelle peut être l'étincelle pour réussir à créer cette notion de nation et cette notion finalement de s'engager pour la nation? Parce qu'on est tous bien chez soi, on est tous bien dans sa famille, dans son travail. Et si demain, tout de suite, on me demande si je suis prêt à reprendre un FAMAS pour aller sur la frontière polonaise ou russe, la réponse n'est pas évidente. Bon, la plus courte, l'IME, donc l'attaque nucléaire, elle est magnétique, je ne sais plus comment elle s'appelle, on n'en fait pas chez nous, électromagnétique pour casser toutes les liaisons, elle sera peut-être utilisée, mais on n'en parle plus depuis des années, elle existe peut-être, je ne vais pas vous répondre, je ne suis pas compétent. En revanche, ça me fait rebondir sur le nucléaire, la question a été posée tout à l'heure, j'ai un peu zappé, sur la frappe nucléaire. Si les Russes décidaient de faire une frappe nucléaire tactique, c'est-à-dire de faible intensité, sur une emprise militaire ou pas, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Nous l'avons évoqué pendant peut-être 2 ans sur les plateaux. C'était une hypothèse d'ailleurs qui était tout à fait plausible, parce que ça allait très mal pour l'armée russe, et sa doctrine nucléaire de 2020 précise bien qu'en cas de menace existentielle, l'arme nucléaire était employable. Et comme là où l'armée russe se battait, c'est une zone annexée dans la constitution russe, c'est-à-dire les 4 oblasts ukrainiennes, on avait la crainte, et d'ailleurs les États-Unis beaucoup plus que les autres, que cette frappe puisse avoir lieu au moins à titre d'avertissement. Et tous les mois d'ailleurs, vous avez depuis une déclaration sur le nucléaire militaire par les Russes, que ce soit par le nouveau sous-marin, la nouvelle torpille, le nouveau missile. Il y a cette guerre psychologique pour nous faire peur, qui est une réalité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je pense qu'on n'aurait rien fait. Mais c'est un avis très personnel. Simplement qu'on n'allait pas nucléariser Moscou parce qu'il y a eu une frappe nucléaire tactique qui aurait peut-être d'ailleurs eu, on avait pensé sur l'île aux serpents, qui était pas loin d'Odessa, où il n'y avait pas grand monde dessus, il n'y avait personne. C'était un message. Je pense ça comme un message. Mais ça aurait été un bouleversement mondial, y compris pour les Russes. Ça voulait dire que l'arme nucléaire devenait d'emploi, alors qu'elle avait été mise au ban de l'emploi. C'est une arme de non-emploi, théoriquement. Voilà. Donc je pense qu'on n'aurait rien fait et qu'aujourd'hui, l'Ukraine aurait été laissée à elle-même si les Russes avaient utilisé cette arme nucléaire tactique à titre de message en disant laissez-moi faire ma petite affaire et vous ne mêlez pas de ça. Et je crois que donc on se serait caché en disant on n'y va pas, parce que l'impact aurait été trop important, donc on aurait été défait. Et que finalement, en y pensant avec le recul, la gestion de la crise par les Américains, on a pu critiquer le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'armement pour les Ukrainiens, cette gestion de crise a permis peut-être d'empêcher cette situation où finalement ça aurait été vraiment déterminant en termes de défaite pour l'Ukraine. Voilà. Pour en revenir, oui, des questions là. Oui, l'armée de terre, oui, vous avez raison, on est maintenant dans la guerre multimilieu, ça s'appelle multidomaine, le cyber, la propagande, le tir dans la profondeur, voilà, tout ceci, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans ces situations où tout est mêlé. Mais quand je parlais de armée de terre, ça voulait dire simplement que vous n'avez conquis un territoire que quand le soldat terrien y est. Et quand vous voyez tous les petits drapeaux, que ce soit ukrainiens ou russes, sur les villages aujourd'hui en Ukraine, c'est pour montrer, oui, je suis là, j'ai mis mon drapeau. On en est encore un truc un peu ancien, un peu idiot, mais néanmoins, l'armée de terre sert à cela. Maintenant, ce que vous avez dit est juste, nous découvrons la guerre des drones et des robots, on ne vous en avait pas parlé, mais les robots ont été employés, les robots de combat.
Et vous les aviez déjà eu à Eurosatory il y a 4 ans, hein, des canons de 30 mm. Donc aujourd'hui, les robots de combat sont rentrés dans la guerre, et ça me fait un petit peu, comment dire, on n'a pas beaucoup d'ONG qui se soient plaints. Jusqu'en 2022, toutes les ONG se plaignaient qu'il y avait des mines antipersonnelles, qu'il y avait des sous-munitions, qu'il ne fallait pas utiliser des drones armés, qu'il ne fallait pas de robots. Aujourd'hui, tout ceci est balayé. Les États baltes, la Pologne, ont annulé la convention sur l'emploi des mines antipersonnelles. Je crois que c'est la Suède qui s'est retirée de la convention sur les armes à sous-munitions. Donc aujourd'hui, nous revenons à une guerre où tout ce qui a été mis par le droit en interdiction, les États, les uns après les autres, y compris démocratiques, disent pour faire la guerre, j'utilise tout ce que j'ai à ma possession. Voilà, donc on a aussi une remise en cause du droit international, ce que je n'ai pas beaucoup évoqué tout à l'heure. Et puis la guerre hybride, oui, la guerre hybride, alors c'est pas effectivement la guerre militaire, on va tout de suite faire la différence. La guerre hybride, ça va être des menaces. Ça va être des menaces, on l'a vu avec des attaques cyber sur les hôpitaux, chez nous. Ça peut être aussi, le sabotage sur des usines d'armement, sur des gazoducs, Nord Stream par exemple. C'est aussi, alors on l'a eu avec les islamistes, la crainte qu'ils empoisonnent l'eau potable. Donc ça, c'est la menace hybride. Et on revient à la question qui m'a été évoquée tout à l'heure, sur la participation finalement des citoyens à la défense de leur pays et la défense civile. La défense civile, ça va être ça, à mon avis, de protéger toutes les vulnérabilités de notre société que l'armée de métier ne pourra pas faire parce qu'elle n'est pas assez nombreuse, parce que aussi c'est le citoyen qui connaît mieux son territoire qu'ailleurs. Et vous savez que les Ukrainiens, s'ils ont résisté en 2022, c'est parce qu'ils avaient des brigades territoriales implantées dans les zones où les Russes passaient. Et ces brigades territoriales ukrainiennes connaissaient tellement bien leur pays et leur zone d'intervention que ça a fortement entravé l'avancée des Russes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et puis, vous avez posé, oui, les drones. Bon, de toute façon, les drones, on est parti par une ligne. Alors, vous savez qu'un drone, au bout de 3 mois, il est obsolète. On a déjà trouvé la contre-mesure et on a déjà un nouveau drone. Aujourd'hui, avec une seule chose, c'est que les drones, manifestement, partant de brouillard, ne sont pas très efficaces. Mais aujourd'hui, effectivement, la menace aérienne, elle est là. Elle est multiforme. Vous avez aussi le drone naval qui a fait son apparition. Donc, comme dans toute guerre, la technologie prend le pas. Vous avez des Ukrainiens extrêmement performants intellectuellement, en termes d'ingénieurs, en termes de fabrication, qui inventent des armes multiples. Et d'ailleurs, qui ont vocation, d'ailleurs Zelensky l'a dit il y a 15 jours, d'exporter leur armement. Et vous avez des usines allemandes, françaises, qui vont s'implanter en Ukraine ou à proximité pour fabriquer ensemble les équipements. Donc effectivement, tout ceci, ça va changer. Et puis je terminerai sur ce point des drones. Ça ne vous étonne pas que depuis quelques mois, enfin que dis-je, 6 semaines, on a des drones qui volent partout en Europe, qu'on n'est pas fichu de savoir d'où ils viennent, qu'on n'est pas capable de protéger nos aéroports. Moi, je m'interroge. Bon, la dernière information qu'on nous a donnée en Belgique, sur la Belgique, oui, on parle de drones, mais personne ne les a vus. Alors, nous avons quand même aussi cet aspect psychologique de la menace hybride, où on cherche à nous faire peur, nous démobiliser moralement, et puis quand on va au bilan, on a fait quoi? Rien. On n'était pas en mesure de faire. Donc effectivement, il faut vraiment se reposer la question de notre sécurité collective. Je crois, mais ça, c'est pas une question de militaire. C'est quand vous avez des élus exemplaires, quand vous avez des cadres, quels qu'ils soient en entreprise ou ailleurs, exemplaires, déjà vous faites adhérer autour de vous plein de gens. Alors, pas toute la nation, mais je crois beaucoup à l'exemplarité de ce comportement, l'exemplarité dans son boulot, dans son action de citoyen. Et là, vous emmenez n'importe qui derrière vous. N'importe qui. Je crois que ça commence, à mon avis, c'est pas par le haut que ça va passer, c'est par le bas. Je crois de moins en moins à l'action efficace du haut, qui a de belles idées, mais qui n'est pas capable d'appliquer. C'est les gens comme nous, à la base, qui sont capables de faire bouger les choses, de donner la place à chacun quand il la mérite, mais aussi de ne pas la donner à ceux qui ne la méritent pas. Notion de mérite. Le mérite. Et je crois qu'une fois qu'on a dit exemplarité, et récompenser ceux qui ont fait. J'ai le cas concret, j'ai remis une Légion d'honneur il y a 2, mais celle-là, il y a 15 jours, un ancien combattant, centenaire, qui était dans la 2e DB, qui est remonté jusqu'en Allemagne, donc il a fait 43-45, il n'avait pas la Légion d'honneur, il était exemplaire, il a fait son devoir. Le mot devoir,
Il a fait son devoir. Mais il a fallu taper à toutes les portes pour rappeler qu'il est centenaire. Peut-être qu'il ne va pas durer, pour être un peu cru. Mais il a fallu quand même 2 ans pour lui donner, à 101 ans, sa Légion d'honneur. Et récompenser ceux qui ont fait pour la nation, que ce soit civil ou militaire, par l'Ordre national du mérite, par la Légion d'honneur. Et ben, c'est pas cracher sur les médailles, c'est pas des hochets, simplement on reconnaît. Et déjà, si on reconnaissait aussi tous ceux qui ont fait quelque chose, et pas ceux qui n'ont rien fait, par exemple, peut-être aussi ça irait beaucoup mieux pour donner l'esprit de nation. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Bien, alors il paraît que je dois conclure, alors je vais conclure, j'improvise. Parfois c'est difficile d'improviser. Bon, je vous remercie des questions que vous avez posées, qui sont des questions sensibles. Alors, j'espère que je vous ai surtout éclairé. Je suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas la botte. On me connaît largement pour ça, de ne pas être à la botte de qui que ce soit. Je donne mes idées, mes convictions, je les partage, on en discute. Et le débat démocratique, y compris avec un ancien militaire, ça passe comme ça. Faire nation, ça a du sens, c'est une nécessité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des doutes sur notre nation. Alors, on lui donne différentes formes, et tout ce que j'ai évoqué pendant la demi-heure d'exposé, c'est justement cette détermination qu'on doit construire d'une manière collective. Si on est suffisamment déterminé et qu'on montre qu'on est déterminé, nous serons en sécurité. Si nous continuons à monter nos divisions comme on les voit tous les jours, parfois avec des propos complètement délirants, avec des comportements délirants, ne croyez pas qu'en face on ne nous regarde pas. On nous regarde. Les Russes, mais aussi les Chinois, les Américains, n'avons pas que des amis. Et même en Europe, est-ce que vous croyez vraiment que les Allemands ne rigolent pas en ce moment? Les Allemands rigolent. Il n'y a pas que. Donc il est temps de faire nation, de faire corps, de donner du sens à ce que nous faisons, parce que nous avons tous les moyens de faire beaucoup de choses. Mais il est peut-être temps d'arrêter de faire des chicayas à la française qui nous font perdre beaucoup de crédit vis-à-vis de l'international et y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Alors j'ai dit. Eh bien, merci pour votre propos. Merci d'être venu. Merci pour ton propos, François, mon général. Voilà, écoutez, donc merci encore de votre présence à tous. Eh bien, on se donne rendez-vous en juin 2026. Ne partez pas trop vite, vous avez un apéritif là qui vous attend, enfin un verre de l'amitié. J'espère que nous allons pouvoir échanger. Encore merci de votre présence, de vos contributions et de votre regard et de votre envie de participer à la construction de la nation. Merci.